Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Île-de-France. Beaucoup d'entre vous viennent de quitter leur lieu de travail pour plusieurs jours afin de se préparer à l'arrivée du Père Noël. Au moment du départ du bureau, qu'avez-vous souhaité à votre collègue? Bonne fête de fin d'année ou bien joyeux Noël? Car derrière ces mots, il y a un vrai débat. Certains cherchent à invisibiliser toute référence à Noël jugée trop catholique par certains. Les crèches d'ailleurs dans les mairies sont plus que jamais décriées. Un sujet que nous mettrons sur la table en tout début d'émission. Nous ouvrirons ensuite notre page culture avec cette héroïne qui a décidé de prendre la place de son père pour combattre l'envahisseur avec un courage invraisemblable. Cette histoire vous parle, et bien c'est normal puisque Mulan se décline sur les planches du théâtre des Béliers à Paris. Nous recevrons la comédienne qui se glisse dans la peau de cette guerrière ainsi que le metteur en scène de ce conte musical. Et enfin, par ici les sorties, Françoise Dargent, journaliste culture au Figaro, nous recommandera ses coups de cœur pour le week-end. Allez, il est temps pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie. Philippe Dirimard, bonjour. Soyez le bienvenu. Autour de cette table, vous occupez la fonction de directeur de recherche au CNRS et vous êtes l'auteur de ce livre, Au-delà des fractures chrétiennes. C'est aux éditions Salvator. Soyez le bienvenu dans cette émission. Christophe Bourgeois, bonjour. Bonjour Damien. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Communio, revue internationale de théologie catholique. Soyez également le bienvenu. Et Romain Ferrier, vous jouez à domicile aujourd'hui puisque vous êtes journaliste au Figaro littéraire. Soyez aussi le bienvenu. Alors, fête de fin d'année, fête de Noël, c'est vrai que c'est un débat que l'on pourrait considérer dans notre jargon presque comme marronnier. Pourquoi cette question revient-elle absolument chaque année, Philippe Dirimard? Pour deux raisons. Il y a à la fois une vieille question qui date de Voltaire, écrasons l'infâme, etc. La suppression des symboles catholiques. Je ne sais pas, quand on lit la Fédération de la libre pensée, oui, ou LFI, etc., il faut supprimer, disons tout ça. Bon. Et puis, il y a un sujet qui paraît plus profond, c'est plus sérieux, qui est le rêve qui s'est un peu installé, je dirais, de la paix par l'insignifiance. Oui. C'est-à-dire, si tout est insignifiant, si on réduit Noël à c'est des fêtes, mais qu'on a une fête, je ne sais pas, quand son club de foot a gagné, etc. Au fond, finalement, si tout est insignifiant, au fond, on ne va pas se disputer. Ça ne pose pas de débat. Ben oui, puis on ne va pas se disputer. Alors tout ramener, ouais, si vous voulez, tout ramener je dirais, à pas grand-chose, ouais, on a cru que ce serait merveilleux, et puis en fait, c'est pas du tout comme ça, parce que ouais, quand on ramène tout à pas grand-chose, ça crée un terrain formidable pour l'émergence des fanatismes. Absolument. Dans lequel finalement on ne sort finalement de l'insignifiance que par le fanatisme. Et du coup, si on se prive au fond de ce tas de signifiant, et en particulier Noël, enfin quand même, Noël c'est la signification, enfin même pour des gens qui ne sont pas chrétiens, il pourrait y avoir toute une réflexion sur Noël, au fond qu'est-ce que ça signifie que l'influence sur le monde d'un enfant qui naît désarmé. Oui. Par rapport à une époque, quand même, où on est vraiment dans la course aux armements. Dans la course aux armements, oui, effectivement. Il me semble qu'il y aurait matière à méditer là-dessus, à éclairer ce que représentent les crèches, etc., au lieu de dire non, on n'en veut pas. Christophe Bourgeois, je me souviens de cet exemple, d'ailleurs, qui est assez frappant. Vous savez, ce kit de communication qui avait été envoyé par la directrice des gares de la ligne A de la RATP, c'est très précis, mais qui préconisait à ses agents les bonnes expressions à employer lors des fêtes de Noël au mois de décembre, et ce document les enjoignait à bannir Joyeux Noël au profit de Joyeuses fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que révèle selon vous ce changement de vocabulaire justement sur l'évolution de la société? Je crois que vous avez bien expliqué ce que le changement de vocabulaire peut signifier, cette forme d'insignifiance. Par contre, moi, ce qui me paraît plus intéressant encore derrière cette question, c'est que nous découvrons à travers ce sujet comme d'autres que nous ne vivons pas dans une société païenne, pardonnez-moi l'expression, mais nous vivons dans une société déchristianisée. C'est-à-dire qu'en fait, le christianisme est présent à travers les trous, les vides qu'il laisse. C'est très sensible, je trouve, à Noël. D'un côté, Noël, du point de vue théologique, est devenu, dans ses manifestations sociales, une forme d'imposture. Vous disiez l'enfant désarmé, mais on pourrait dire que le mystère de Noël, c'est d'abord un mystère d'abaissement, c'est le Fils qui s'abaisse, et on en fait une fête de la profusion, on en fait une fête commerciale. Et en même temps, et c'est toute la tension dans laquelle nous vivons, ça et là, on voit que derrière cette fête de la consommation,
il y a le désir, le rêve du repas de famille, c'est-à-dire de la communion. Derrière la fête commerciale des cadeaux, il y a le rêve du don, c'est-à-dire d'une profondeur relationnelle, précisément qui nous manque. Et vous voyez, le christianisme est là, mais comme inversé à l'état de vide, de traces, de vestiges. Tout ça est traversé par une prodigieuse nostalgie, en fait. Quelque chose de ce rêve reste. Alors peut-être cette nostalgie, ces aspirations dont on pourrait parler en disant pourquoi le Fils de Dieu se fait homme, eh bien c'est vrai, on l'esquive, mais comme on esquive souvent les sujets qui sont difficiles, qui sont douloureux, parce qu'ils engagent la liberté profonde de l'homme. Et qu'en est-il à l'échelle des municipalités? Je vais vous poser cette question, Romain Ferrier, parce que vous êtes intéressé justement à l'utilisation de cette expression Joyeux Noël au sein des villes. Et en l'occurrence, le candidat Les Républicains à la mairie de Nantes a récemment publié une vidéo sur les réseaux sociaux afin de dénoncer l'absence du mot Noël dans les espaces publics de la ville. Qu'en est-il vraiment? Est-ce que vraiment à Nantes, le mot Noël est absolument invisible? C'est ça qui est intéressant de noter, c'est que justement, comme vous le rappeliez, le candidat LR face à Johanna Rolland, donc sa grande rivale PS qui est actuellement maire de Nantes, a publié une vidéo en affirmant que le mot Noël avait disparu de l'espace public. Donc on ne le retrouverait plus du tout dans les marchés de Noël, etc. Que ça permettait juste d'éclipser le mot Noël et donc tout l'héritage chrétien. La vérité, c'est qu'on retrouve le mot Noël en fait dans le marché de Noël, photo à l'appui. Donc marché de Noël, on a un Père Noël qui distribue des cadeaux aux enfants, on a tout ça. Donc ce qui est important de noter, je pense, c'est qu'il y a une forme de bulle spéculative autour de tout ça, que le sujet intéresse vraiment les Français et pour autant, il n'y a pas vraiment encore d'éléments concrets autour de ça. Donc je pense que ça intéresse vraiment, oui. Malgré tout, Romain Ferrier, je parle sous votre contrôle, mais Nantes a mis en place, par exemple, non pas des fêtes de Noël, mais un voyage en hiver. Vous voyez, c'est-à-dire que les terminologies sont beaucoup plus, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup plus insignifiantes, si j'ose dire. Exactement. Comme vous dites, voyage en hiver, on le retrouve aussi dans Tournai, donc nos amis belges francophones, Tournai en hiver qui l'emploient aussi. Oui. Et de ce que m'a expliqué la mairie de Nantes, en tout cas l'équipe de Johanna Rolland, c'est que le terme voyage en hiver permet de regrouper toutes les attractions de Noël. Donc on peut avoir des feux d'artifice, des marchés de Noël, etc. Et donc le mot Noël ne serait pas éclipsé. Et donc il y aurait plusieurs raisons à ça. L'une des raisons, ce serait pour se démarquer, tout simplement, parce que c'est une fête commerciale. Et donc il y aurait un intérêt économique, finalement. Philippe d'Iribarne aussi, il faut quand même souligner qu'on célèbre, cette année est assez spéciale puisque c'est le 120e anniversaire de la loi de 1905 qui consacre la laïcité. Est-ce que par conséquent, le mot de Noël doit disparaître? Pardon pour cette question très provocatrice, mais est-ce qu'au nom de cette loi-là, le mot Noël doit, à un moment donné, effectivement disparaître? On va dire deux choses. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, qu'effectivement, c'est même à l'intérieur du monde chrétien, hein, il y a une espèce d'évidement, disons, de Noël, dans lequel la récupération par les... Enfin, ça m'a frappé, si vous voulez, dans les commentaires sur Noël, dans les chaînes télévision, on commentait quel était le prix des cadeaux qui étaient offerts à Noël. Voilà. Et on ne commentait pas du tout quel sens, disons, ça pouvait avoir. Alors, la loi de 1905 s'est faite quand même dans un contexte dans lequel... Je crois que c'était la grande rôle d'Aristide Briand, enfin de dire que quand même qu'il n'était pas question que l'Église empiète sur le pouvoir politique, mais ça ne voulait pas dire d'interdire, de reconnaître que la France était dans un contexte chrétien. On n'a pas... Alors certains voulaient annuler les cloches, etc. Enfin, sans parler de la Révolution française, on a voulu refaire le calendrier, supprimer, etc. Non, en 1905, la reconnaissance du rôle du christianisme dans la France a été majoritaire. Ouais. Il y a eu un débat à l'Assemblée, je crois assez vif, puisque certains voulaient aller beaucoup plus loin. Mais enfin, il n'a pas été question de changer le nom des villes, je sais pas, Saint-Germain, Saint-Étienne, etc., de changer le lycée Saint-Louis, de changer, etc. Enfin, il y a toute une série de choses qu'on a quand même tout à fait gardées. Et vous vous rappelez l'espèce de compromis, si vous voulez, qui a été passé, dans lequel, après avoir nationalisé les églises et les cathédrales, avoir à un moment donné évoqué l'idée de le donner, les remettre à des associations locales, etc., il a été admis de les remettre à l'Église catholique, ce qui n'a pas du tout plu à tout le monde, mais quand même a été fait. Et donc, mais je pense que
à cette époque, quand même, beaucoup de gens, même, enfin très laïcs, avaient quand même une vraie formation chrétienne, une vraie expérience, et ils comprenaient ce que c'est. Moi, j'ai peur qu'actuellement, sur la dégradation, soit que beaucoup ne comprennent même plus. Ouais, la signification du mot Qu'ils n'aient Noël. pas les catégories pour comprendre, mais qu'au-delà des cadeaux, au-delà du marchand, au-delà du Père Noël, etc., qui sont des choses plutôt récentes du reste, etc., qu'il y ait, au fond, que la nativité, ça signifie quelque chose. Et que pensez-vous, d'ailleurs, je voulais avoir, on s'éloigne un tout petit peu du sujet, mais que pensez-vous justement de cette tendance à réinventer Noël pour qu'il soit plus inclusif? Je parle là, par exemple, de l'émergence d'une figure féministe qui s'appelle la Mère Noël. Vous voyez, est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle, que Noël, justement, s'étende et se transforme d'une certaine manière? Ouais, ce qui me paraît très frappant dans votre question, et je vous rejoins tout à fait dans votre intervention, c'est que nous essayons d'avoir de ces transformations une grille de lecture politique, sociologique. Et d'ailleurs, votre intervention portait sur la question d'un héritage, de la reconnaissance ou non d'un héritage chrétien. Mais je dirais, du point de vue du mystère de Noël et du point de vue des croyants, si vous voulez, Noël n'est pas un musée dont il faudrait garder l'entrée. C'est pas un héritage, c'est pas un patrimoine. Et de même, je pense que les chrétiens n'ont que faire de savoir s'il faut que ce soit le Père Noël ou la Mère Noël, vu que dans toute cette affaire, le Père Noël, pardonnez-moi l'expression, mais nous nous en fichons éperdument. Le mystère de Noël, c'est le mystère de l'incarnation. Et donc pour moi, la grille de lecture, elle n'est pas politique, elle n'est pas sociologique, elle est, je dirais, théologique, pardonnez-moi les gros mots, mais au sens où ce qui invisibilise Noël, c'est pas tellement la laïcité, vous l'avez très bien rappelé. En réalité, elle est faite pour privilégier la liberté de culte dans notre société, même si tout le monde n'est pas d'accord avec cette lecture. Ce qui invisibilise Noël, c'est le matérialisme ambiant. Ce qui invisibilise Noël, c'est la difficulté que nous avons à reconnaître que le corps de l'homme, la chair de l'homme, puisse exprimer et manifester l'amour éternel de Dieu. Nous avons un problème avec le corps dans notre société. Il nous fascine et nous le méprisons. Dès lors qu'il ne peut plus apparaître sur un plateau télé, voilà, on le jette. Bon. Et or, la fête de Noël, c'est le mystère de l'incarnation. Et là, je crois que les chrétiens auraient quelque chose à dire qui touche à une difficulté beaucoup plus profonde de notre culture. Que la chair de l'homme puisse manifester l'éternité, puisse être le lieu de la relation personnelle d'amour. Donc, vous voyez, moi, j'aurais tendance à dire, le temps est court, vous voyez, conservons notre énergie pour nous intéresser à ce qui est vraiment essentiel dans cette difficulté culturelle. Romain Ferrier, est-ce que ce qui invisibilise Noël aussi, ce ne sont pas tous ces militants politiques, un peu de mauvaise foi, si j'ose dire, qui ont envie de faire de Noël un petit peu leur combat politique, peut-être pour des raisons électoralistes, donc on pourra revenir un peu plus tard dans cette interview. Est-ce que ce sont peut-être ces élus qui ont envie aujourd'hui de dire, eh bien écoutez, non, Noël, il faut l'invisibiliser parce qu'il y a en France des musulmans, par exemple, qui n'ont pas forcément envie de fêter Noël. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré des personnes comme ça lors de vos reportages? Ce qui est intéressant justement, c'est qu'aucun élu ne se prononce sur ça. Que ce soit caché ou non, c'est pas ma place de le dire, mais en tout cas, aucun élu ne dit « j'éclipse le mot Noël par souci d'inclusivité ». Après, ce qui est surtout relevé, c'est par souci commercial, pour attirer plus de monde, pour attirer... donc, ça rejoint quelque part le souci d'inclusivité. Je pense que le mot Noël, finalement, a perdu son sens sacré initial. Le mot Noël, maintenant, parle à tout le monde. Et d'ailleurs, je citais justement une phrase de Guillaume Lipsig dans mon article, l'adjoint au maire à la maire de Strasbourg, qui disait que en fait, les personnes les plus en attente de fêter Noël étaient musulmanes dans son entourage. Donc voilà, on sait que le mot Noël n'a plus marque les racines chrétiennes de la France, mais pour autant est déjà inclusif finalement en soi. Messieurs, au-delà de la sémantique dont on parle depuis tout à l'heure, il y a tout ce débat aussi qui défraie la chronique autour des crèches. Dans deux camps s'affrontent très clairement, ceux qui estiment que cette représentation de l'étable de Bethléem doit être exposée dans une mairie, et ceux qui pensent qu'elle a toute sa place dans ce lieu. En tout cas, certains pensent qu'il ne doit pas y en avoir, et d'autres qui pensent qu'il doit y en avoir, et en tout cas, c'est le cas de Manuel Aeschlimann, vous savez, c'est le maire d'Asnières-sur-Seine. Je vous propose de l'écouter. Il y a une décision de justice qui vient de tomber ce matin, suite à un référé de la Ligue des droits de l'homme devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Et le tribunal administratif a considéré qu'il y avait urgence
à retirer la crèche et donc à la sortir de l'hôtel de ville, alors que pour le même type de problème, hein, la même saisine, le tribunal administratif de Montpellier, le tribunal administratif de Lyon considèrent qu'il n'y a jamais eu urgence sur ces questions-là. Nous, on est tombé sur un tribunal qui considère qu'il y a urgence. Donc il y a une vraie insécurité juridique dans le pays, puisque selon la ville où on est jugé, il y aura urgence, il n'y aura pas urgence. Nous, le tribunal de Cergy-Pontoise a considéré qu'il y avait urgence, donc on doit sous astreinte effectivement déplacer la crèche. Philippe Diribarne, on a le sentiment, notamment lorsque l'on écoute ce maire, qu'il y a une gêne spécifique aujourd'hui vis-à-vis du christianisme en France. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que, d'une certaine manière, le christianisme est devenu une forme de culture honteuse? D'abord, sur les crèches, c'est vraiment de voir, la jurisprudence, c'est de dire, oui, mais si les crèches appartiennent vraiment à la culture, si c'est des petits santons de Provence, etc., oui, là, c'est bon. Ouais. Parce que, disons, c'est amusant, c'est plaisant, etc. Mais si ça signifie quelque chose, alors là non. On part du principe que c'est du prosélytisme. Oui, c'est ça. Et puis, non, l'État doit le mettre, doit surtout s'en mettre à part. Mais peut-être, je dirais, ce qui est plus grave, c'est que même à l'intérieur de l'Église, il y a un problème là-dessus. Ah oui, pour quelle raison? Oui, vous avez, par exemple, nombre d'écoles catholiques, on enlève les crucifixes. Oui. Parce qu'on dit qu'on ne veut pas choquer les non-croyants, on ne veut pas choquer les musulmans, on ne veut pas choquer, etc. Donc c'est développé dans l'Église toute une représentation selon laquelle on ne doit surtout pas s'affirmer, on doit surtout dire qu'on est tous pareils. Enfin, je pense que vous connaissez bien la théologie des religions. C'est la théologie des religions, maintenant, hein, sa grande orientation, c'est d'affirmer que l'Esprit Saint souffle partout, enfin, aussi bien chez les autres que chez nous, etc. Et que donc, à ce moment-là, mettre en avant, oui, les fêtes Noël, et puis les prières à l'école, ça manque de la discrétion qui serait nécessaire pour qu'on s'entende bien avec tous nos amis envers lesquels on doit être accueillant, etc. Alors bien sûr, ça rentre en pratique, si vous voulez, hein, avec, c'est la libre pensée. Je vais pas lire je reçois sur Internet les propos de la libre pensée. Enfin, c'est amusant, ça s'appelle libre pensée. Oui. On est vraiment à l'opposé de la libre pensée. Là, on est vraiment dans un discours de haine. C'est étonnant, un discours de haine. Un heurtier qui va avec de cultiver tout un héritage des Lumières, qui est très français alors. Parce que en France, Tocqueville a beaucoup expliqué ça. En France, les hommes de lettres ont voulu remplacer l'Église en disant c'est nous qui sommes les témoins de l'absolu dans le monde. Oui. Et notre absolu, c'est la raison. Et puisque nous sommes les témoins de l'absolu dans le monde, nous devons chasser ceux qui se disent les témoins de l'absolu par Dieu dans l'Église, qui sont, disons, dans la société. Et alors là, je crois qu'il y a un héritage très, 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 très fort autour d'une espèce de compétition, si vous voulez, de représentation de l'absolu. Christophe Bourgeois, quelles sont les règles en matière d'exposition des crèches dans les lieux publics? Je sais qu'il y a eu une jurisprudence du Conseil d'État, je crois que c'était en 2016, me semble-t-il, qui est un peu plus précis et qui précise justement la façon dont on peut les exposer. Comment ça se passe concrêtement? Écoutez, moi, à la différence de vous, je doute de pouvoir trancher le débat juridique qui est assez complexe. C'est très complexe. Puisqu'il touche un espace public. Je voudrais quand même surtout réagir à ce que vous disiez sur des tendances qui existent à l'intérieur de l'Église. J'entends bien, je sais bien qu'elles ont parfois existé dans tel ou tel lieu, mais il me semble qu'aujourd'hui, d'ailleurs la récente enquête publiée par vos confrères de la Croix le montre, hein, il me semble qu'aujourd'hui, au contraire, je pense que chez des catholiques de droite comme de gauche, finalement, quel que soit leur prisme politique, ce qui domine, c'est le souci de confesser la foi et de la confesser avec ferveur.
Et donc, je me demande quand même si ce débat n'est pas aussi une forme de politisation de conflits qui sont de l'ordre un peu du vestige, en tout cas dans l'espace strictement catholique, qui nous occupe. L'espace public, c'est autre chose, mais quelle que soit la jurisprudence, moi je dirais que peu importe finalement, si vous me permettez l'expression, ce que les pouvoirs publics décident. C'est toujours, quelle que soit la situation, une invitation qui est faite aux chrétiens à rendre raison du mystère qu'ils célèbrent. À nous, chrétiens, de rendre raison dans le monde qui est le nôtre, tel qu'il est, polarisé, à nous de rendre raison du fait que cet enfant qui naît dans la crèche de Bethléem porte en lui le sens de l'universel. Mais il ne faut pas faire comme si c'était une évidence que tout le monde devrait admettre paisiblement dans l'espace public. Ça n'a rien d'une évidence paisible. Ça n'a jamais été une évidence paisible depuis 2000 ans. Les martyrs sont morts pour en rendre témoignage. Donc, ne faisons pas comme si, vous voyez, ça devait paisiblement s'intégrer comme un héritage bien à sa place dans l'espace public. Oui, c'est l'objet d'un débat. Oui, c'est l'objet d'un conflit. Et alors, est-ce que les chrétiens ne sont pas capables et n'ont pas le devoir de rendre raison de la foi qu'ils professent? Pour moi, c'est ça la question que nous pose ce débat. Romain Ferrier, quelle est la position des maires que vous avez pu rencontrer lors de vos reportages au sujet des crèches, justement? Dans certaines mairies, on en trouve, dans d'autres, on n'en trouve pas. Voilà, qu'en pense-t-il? Alors, pour ce qui est du cas de Strasbourg, qui est le plus grand marché de Noël et le plus ancien, évidemment, on y retrouve une crèche dans le marché de Noël, l'une des plus grandes d'ailleurs. J'ai pu parler avec la ville de Lausanne également, de Tournai, qui sont aussi également tournés vers la crèche, en tout cas qui ont tous les attributs de Noël avec toutes les décorations qui vont avec. Donc pour l'instant, je dirais que toutes les villes sont à peu près, même les villes orientées à gauche, ont toujours les décorations de Noël qui vont et tout l'attirail. Et si j'ose dire, messieurs, est-ce que c'est pas aussi un peu triste, pardonnez-moi de cette expression, mais de constater que finalement l'autorisation d'une crèche est aussi soumise à l'appréciation des juges? C'est-à-dire qu'une crèche, par exemple à Strasbourg, sera autorisée, elle ne le sera pas forcément dans une autre ville parce que le juge va estimer, comme vous le disiez tout à l'heure à juste titre, qu'elle représente un peu trop la religion. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu compliqué, ces règles qui sont pas forcément appliquées de la même manière sur tout le territoire? Dans ce domaine-là, comme dans bien d'autres, on se plaint de l'hypertrophie des règles et du rôle des juges, etc. Oui, mais enfin, je souscris à ce que vous disiez. Il y a toute une ambiguïté autour de ça. Je vais prendre un autre domaine. En Vendée, dans la plupart des mairies, il y a des crucifix. Oui. C'est absolument interdit, mais j'en ai parlé avec le sous-préfet de Nangeux, qui m'a dit on va pas se battre et avoir des tas de problèmes avec des trucs, on ferme les yeux, on a juste dit qu'on n'a pas le droit de les remplacer, mais si on en remplace tantôt un bout, tantôt un autre, etc., ça a changé, on ne fait pas d'histoire, etc. Donc, il y a dans l'État, depuis toujours, enfin on l'évoquait à propos de la loi 1905, un mélange de tendances, disons, la paix sociale compte, si les chrétiens y croient vraiment, on ne va pas les embêter. Mais c'est s'ils n'y croient pas trop qu'on va les embêter. Et puis d'autres qui veulent absolument, LFI, la libre pensée, pour eux, il s'agit de se battre. Il y a eu l'exemple, la statue de Saint-Michel, dans laquelle, sur une place Saint-Michel, devant l'église Saint-Michel, etc., qu'on a dû finalement déplacer de 2 mètres après avoir vendu une parcelle à l'église pour pouvoir continuer à l'installer, parce que la libre pensée voulait qu'on l'enlève, alors qu'une petite enquête locale avait dit que 98% des gens, chrétiens ou pas chrétiens du reste, étaient tout à fait attachés à cette statue. Donc on a fait... c'est étrange, c'est qu'effectivement maintenant, on parle de tolérance, d'ouverture, etc. lié sur ce point, et c'est d'autant plus frappant chez la libre pensée, que la libre pensée défend l'islam mordicus. Et la libre pensée est anti-loi sur le voile, etc. Donc il y a cet héritage, et de même qu'il y a, je sais pas, quand on le voit dans l'héritage, dans les de conflits sociaux, l'héritage de
des gens du château. Oui. Enfin, il y a les gens du château, il y a les gens de l'église, il y a le sabre et le goupil. Enfin, il y a tout un imaginaire, celui de l'Ancien Régime. Et je pense que les symboles chrétiens sont, de fait, Oui. rattachés par une partie de la population à un univers détesté d'Ancien Régime, et que du coup, l'aspect de foi sur lequel vous assistiez est oublié au profit d'un aspect politique. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu le rôle de l'État de protéger toute cette culture que nous avons, qui nous est commune et qui nous rassemble? On a parlé de la loi de 1905, effectivement, la séparation de l'Église et de l'État, mais est-ce que ce n'est pas aussi le rôle de l'État de dire, écoutez, les crèches, c'est culturel aussi en France, et après tout, on doit pouvoir aussi les exposer au titre justement de cette culture chrétienne que nous avons? Ce serait effectivement bien, et surtout ce serait bien si on disait pas que c'est pas seulement la culture dans le sens des chantants, de tout le folklore, mais la culture quand même dans quelque chose qui a quand même construit, disons, notre société, qui entre en jeu dans la capacité de nos sociétés à dépasser l'insignifiance, à admettre la place d'une certaine vulnérabilité, etc. Alors là, je crois que nos décideurs politiques, tout ça, paraissent en grande majorité tellement loin de sentir ces choses-là. Alors peut-être ce serait déjà pas mal si, oui, au nom de la culture même un peu folklorisée, ils disaient, mais quand même c'est sympathique les crèches, c'est sympathique, voilà. Et donc, même si on ne comprend pas tout à fait, comme c'est sympathique, on devrait les garder. Et de toute façon, excusez-moi, mais les enfants prennent des photos devant des crèches. Vous voyez, c'est quelque chose quand même qui rassemble. C'est ce que les propos d'ailleurs de Robert Ménard, le maire de Mézières justement, qui prend souvent la parole en cette période de l'année pour défendre les crèches. Est-ce que, selon vous aussi, ce glissement traduit d'une certaine manière une perte d'identité culturelle française, justement ? Moi, je serais très prudent sur cette question parce que, si vous voulez, je ne vois pas très bien le lien entre la question de Noël et la présence de la confession de foi chrétienne dans l'espace public et la question de l'identité française. J'entends bien qu'elle se pose au niveau de l'histoire, mais encore une fois, c'est uniquement envisager le christianisme en termes de musée, d'héritage, et on voit bien que dans cette logique de déchristianisation dont je parlais au début, le christianisme peut aisément être patrimonialisé, on va le mettre dans une vitrine, vous voyez, à côté des poteries grecques et des sphinx égyptiens. Or, c'est pas du tout ça qui nous intéresse ici, c'est la possibilité que la pensée chrétienne, la culture chrétienne peut-être, puisse être vivante d'abord, puisse être entendue aussi, et qu'elle puisse continuer de poser des questions qui, inéluctablement et nécessairement, mettent en difficulté tout homme, parce que c'est la part la plus profonde de la liberté qui est en jeu. Donc encore une fois, moi je résiste, vous voyez, à une grille politique d'analyse de cette difficulté. Et quant à demander à l'État de clarifier le sens d'une laïcité qui fait l'objet de tensions dans son interprétation depuis 1905, moi je l'en crois bien incapable. En fait, depuis le début, une lecture extrêmement libérale de ces lois, dans lesquelles c'est surtout la liberté de culte qui est favorisée, et la possibilité pour les religions de partager l'espace public qui est en jeu, et d'autres pour qui ce serait une manière d'exclure de l'espace public la confession de foi et la question de Dieu. La seule chose, je pense, c'est que si la question qui est derrière ça, c'est la manière dont nos sociétés résolvent la diversité religieuse, la minorité, la position minoritaire des chrétiens aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas en disant la meilleure solution, c'est qu'on ne parle jamais de la question de Dieu, qu'on n'en dialogue jamais. La meilleure solution pour vivre en paix avec nos frères musulmans, c'est qu'on ne parle jamais des questions théologiques. Ça, moi, je pense que ça ne marche pas. Et c'est peut-être la grande illusion de la version actuelle de la laïcité qui, peut-être,
va permettre le développement de communautés, de groupes, de collectifs qui, à peu près, devront se respecter mutuellement, mais certainement pas qui va permettre de construire un espace politique commun. Donc on aurait bien intérêt à poser au moins rationnellement la question de Dieu dans cet espace politique commun. Une dernière question très rapidement avec vous, Romain Ferrier, vous qui avez justement visité plusieurs municipalités, vous avez rencontré aussi des citoyens, des Français, qu'en pensent-ils? Est-ce que certains vous ont dit c'est un véritable scandale que l'on expose des crèches dans les mairies ou bien voilà, c'est accepté? C'est vrai, on entend les deux discours. Ouais. Certains qui sont évidemment pour les crèches dans les mairies, à la fois pour cet héritage culturel, le respect de la tradition de Noël, évidemment. On entend aussi d'autres, évidemment, qui sont contre les crèches de Noël, donc qui veulent enlever pour justement la même raison, pour cet héritage culturel. Les plus acerbes sont contre et pour ce souci d'inclusivité. Je dirais c'est difficile de savoir le nombre de personnes qui sont pour ou contre. Honnêtement, je ne saurais pas dire. Eh bien, en tout cas, merci à tous les trois. Merci d'avoir été autour de cette table pour ce débat. Et on poursuit cette émission avec l'une des héroïnes les plus appréciées des enfants. C'est l'histoire d'une femme au XIIIe siècle à qui l'on dit « reste chez toi, obéis et tisse ». Mais elle refuse, pas question de rester assignée à résidence ni de suivre le chemin tout tracé qu'on lui impose. Quand son père fatigué et malade est appelé à la guerre, elle prend une décision radicale. Elle décide tout simplement de le remplacer. Elle quitte le foyer, abandonne le métier à tisser et part se battre en choisissant l'épée plutôt que la résignation. Elle prend son destin en main et cette légende, nul doute que vous en connaissez les grandes lignes. Bonjour Guillaume Bouchet. Bonjour. Bonjour Eliane Agi. Bonjour. Soyez les bienvenus autour de cette table. Mulan, un conte moderne et musical, bien évidemment, c'est de ça dont il s'agit. C'est le titre du spectacle que l'on peut aller applaudir au Théâtre des Béliers à Paris. Guillaume Bouchet, vous en êtes le co-auteur et le metteur en scène. Eliane Agi, vous tenez l'épée de la célèbre guerrière. Déjà, Guillaume Bouchet, comment l'idée de ce projet est-il née? L'idée, c'était de travailler au Théâtre des Béliers, faire un spectacle jeune public au Théâtre des Béliers, avec qui j'ai beaucoup travaillé et que je connais très bien. J'avais déjà fait pas mal de spectacles jeune public et ce qui m'intéresse dans le jeune public, c'est de proposer des formes différentes. Ouais. Et là, j'avais envie d'un peu autre chose et on a cherché et on est tombé sur Mulan, d'abord parce que cette héroïne me parle énormément. Je trouve qu'elle a quelque chose effectivement de très romanesque et elle a une vraie réflexion sur elle-même, sur sa propre identité, sur ses choix. Et puis c'était le côté moderne, finalement, la modernité de ce roman, de cette légende, c'est une légende, la modernité de cette histoire et les sujets qui sont abordés, qui peuvent paraître anciens, mais qui en fait sont très générationnels. Et on sent que vous êtes vraiment un passionné de culture chinoise aussi. C'est quand même très précis aussi. En tout cas, c'est vrai que c'est une culture qui m'attire énormément. Alors forcément, je la découvre moi aussi au fur et à mesure du temps, mais c'est une culture que je trouve très attirante, très mystérieuse. Ça me fait voyager. Et Elia, justement, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à l'idée d'accepter ce rôle de Mulan? Déjà, Guillaume, je le connaissais dans le travail, à l'école où j'étudie. Et ça me faisait énormément plaisir de travailler avec lui sur un projet professionnel. C'est le premier que je fais réellement. Et Mulan, c'est une histoire que je connais depuis petite aussi, via le dessin animé, mais c'est un truc qui me donnait extrêmement envie de découvrir. Et voilà, travailler au Bélier avec lui, c'était une vraie occasion à prendre, quoi. Et pourquoi vous aviez envie de découvrir ce personnage de Mulan? C'est un personnage qui m'a un peu façonné aussi, je crois, à travers mon enfance. Et en vrai, je crois que c'était un peu un rêve de gamine aussi de pouvoir le jouer au théâtre. Parce que vous avez adoré ce personnage, vous avez évidemment vu, j'imagine, le dessin animé Disney comme beaucoup d'enfants. Complètement. Alors justement, c'est assez frappant d'ailleurs, la façon dont on est projeté vraiment dans cette histoire que l'on a tous adorée lorsque l'on était enfant et qu'on a sans doute regardé tous ce dessin animé. Je vous propose de découvrir un court extrait et on en parle juste après. Il me faut un cheval rapide, léger et endurant. C'est exactement ce qu'il vous faut. Par ici, pour se lancer au cœur du combat, vous ne trouverez pas mieux. Il boite, non? Connaisseur, regardez plutôt celui-là. Candide et inconscient du danger, c'est ce que j'ai de mieux. Mais il t'aime sa mère, non? Connaisseur et sentimental. Celui-ci, il m'a l'air parfait. C'est un vrai joyau de la nature, docile et courageux. Mais c'est plus cher. Il vous suivra malgré les blessures, c'est mon plus valeureux. C'est parfait, je le prends. Tout le monde vous respectera. Tout le monde me respectera. Tenez la stèle et même au fait. Faisant pour bien guerroyer de l'acier le plus affûté.
Une lame au fluoro argenté, mon courage pourra s'y refléter. Personne ne découvrira, tout le monde me respectera. Je serai le fils exemplaire. Voilà, on a vraiment voulu prendre cet extrait parce qu'on se rend compte que ça chante, ça danse, et il y a aussi des chorégraphies martiales, on va en parler. Comment vous avez préparé ce rôle d'ailleurs? Vous avez dû apprendre à chanter, vous avez dû apprendre à danser aussi? Là, actuellement, je suis dans une formation de comédie musicale, déjà à Paris, donc c'est ce qu'on apprend à faire tous les jours, c'est une formation de 3 ans, là j'en suis à ma dernière année. Mais toutes ces choses-là, c'est des choses que j'apprends un peu depuis l'enfance, pareil. Ouais. Et là, c'était l'occasion de mettre les 3 en pratique tous ensemble. Et on a eu des semaines de répétition, on apprenait justement ces chorégraphies, ces petits gestes d'arts martiaux. Alors que c'est pas du tout votre... vous n'avez jamais fait de judo, karaté, tai chi, ce genre de choses, jamais. Jamais. Donc vous avez vraiment dû vous former. Ouais, c'est plus dans une manière d'apprendre de danseuse que j'ai abordé ça, quoi. Vraiment chorégraphie. C'est vous qui avez été le prof d'arts martiaux, Guillaume Bouchard, ou pas? Vous en doutez, c'est pour ça que ça fonctionne. Vous savez, je vous pose que des questions sympas parce que j'ai toujours peur de finir la tempe sur la table, vous voyez. D'ailleurs, on sent vraiment mes grandes capacités de combat, moi. Ah oui, mais vous êtes fort dans le clé de bras. C'est vrai que c'est assez impressionnant quand même quand on regarde, parce qu'en effet, les gestes sont assez précis. Est-ce qu'il s'agit d'ailleurs, parce que je pense que c'est la question que les téléspectateurs se posent, est-ce que c'est la déclinaison théâtrale du dessin animé que l'on connaît? Non, alors non. L'histoire de Mulan est toujours la même, peu importe qu'on soit dans le dessin animé, mais on est parti du conte original qui s'appelle La Ballade de Hua Mulan, qui existe, qui est une légende chinoise, qui au départ était une légende orale autour du 5e siècle, et puis qui à partir du 13e est devenue une légende écrite. En filigrane, l'histoire raconte à peu près la même que celle de Disney, mais nous, on s'est permis de l'adapter, de la regarder et surtout de donner une réécriture actuelle en essayant d'interroger aussi les problèmes sociétals au travers de ce conte. Sans en faire un spectacle militant, ça reste l'histoire de Mulan. Je crois que les enfants qui viennent ne sont pas perdus par rapport au dessin animé, ils reconnaissent l'histoire, les personnages principaux sont quand même là. Mais effectivement, on en a fait notre propre version, comme souvent quand on prend un conte, les gens font une adaptation plus personnelle. Oui, les méchants, on ne les voit pas, par exemple. Hein. Les envahisseurs, on ne les voit pas parce qu'on n'avait pas assez de comédiens pour ça. Déjà qu'à eux tous, ils font 15 rôles. On ne pouvait pas se permettre d'en rajouter. Mais on les devine, on les entend, on les voit un peu en... Absolument. On a trouvé des solutions. Oui, exactement, avec des ombres aussi. C'est vrai que la mise en scène est très intéressante. On va en parler dans un instant. Mais quelles sont les libertés que vous avez prises par rapport au conte original, justement? Des libertés, j'en sais rien. On a eu envie de traiter surtout, enfin pas surtout, mais on a eu aussi en filigrane envie de traiter la question du genre, la question de son identité, de cette jeune femme qui, pour sauver son père, va devenir un homme, partir à la guerre, et qui, en fait, en faisant cette démarche qui, au départ, est faite pour protéger sa famille, va se découvrir elle. Et on est parti du principe de 3 adolescents d'aujourd'hui avec des problématiques d'aujourd'hui qui d'un coup vont rentrer dans l'histoire. C'est-à-dire que l'une d'entre elles, enfin d'entre eux, en ouvrant le livre, va découvrir des choses. Il y a une phrase qui dit que pour exister, une légende doit servir. Et on s'est inspiré de ça. C'est-à-dire qu'on s'est dit que cette légende pouvait changer la vie des gens. Absolument. Mulan, d'ailleurs, tout à l'heure, moi je disais Mulan, mais vous prononcez Moulane. Mais alors là, je me suis dit, c'est un accent particulier que je ne maîtrise pas. Malheureusement, on est obligé de vous le dire, oui. C'est quoi alors Mulan? Alors, on a eu un peu des cours de prononciation chinoise parce qu'il y a aussi la première chanson, l'ouverture, qui est intégralement en chinois. Et nous, on ne parlait pas un mot de chinois avant ça. Oui, vraiment? Mais donc, on a appris comment prononcer les mots et du coup, Mulan. Ah ouais, Mulan. Et c'est vrai qu'on a pris l'habitude en jouant. Guillaume, je me permets de vous dire, il faut que vous remettiez un tout petit peu votre chemise parce qu'apparemment le micro frotte un petit peu. À partir du moment où on rentre dans un spectacle, on rentre dans une culture et c'est important de la respecter et de la retranscrire au plus près de ce qu'elle est. Et voilà, donc on a été très attentif à ça et effectivement on a travaillé dans ce sens-là, que ce soit dans le visuel, dans les paroles, dans beaucoup de choses. Voilà, donc si le petit dernier de votre collègue vous dit qu'il a regardé Mulan, vous dites non, il a regardé Moulin. Voilà. Exactement. Là, ce sera beaucoup plus précis, effectivement. Et pourquoi avoir choisi la forme du spectacle musical? Je trouve que pour les enfants, c'est toujours quelque chose de plus facile. Aujourd'hui, beaucoup de spectacles jeunes publics ont de la musique, de la danse, du chant, enfin intègrent ce côté spectacle musical. Ça permet de faire passer l'histoire, ça permet pour les plus petits aussi d'avoir une certaine variété. Après, c'est une forme extrêmement théâtrale. Vraiment, ils sont que 3 comédiens pour faire tous les rôles. Il y a vraiment des changements de décor à vue. Enfin, voilà, c'est une forme moderne et théâtrale, mais qui reste
musicale avec, comme vous l'avez dit, des chorés, des combats, des tas de choses qui permettent à ce spectacle d'avoir un relief supplémentaire. Alors vous êtes une véritable déesse aux yeux des enfants, parce que quand je suis allé voir ce spectacle, j'ai regardé un petit peu autour de moi les enfants qui vous regardaient, franchement, ils avaient vraiment l'impression de voir la vraie Mulan. Et ils vous attendent ou pas à la sortie du spectacle? Certains, ouais. Mais c'est vrai que quand on met un temps fou à ranger tout le plateau, quand on a des amis, on sort plutôt pour aller les voir. Et c'est vrai que parfois on croise des familles, des enfants qui sont ravis, des étoiles plein les yeux, et ça fait vraiment trop plaisir. Oui, absolument. Ouais. Vous avez un peu l'impression d'être une héroïne Disney incarnée. Ouais, quand t'es dans le caractère, enfin dans le personnage, pardon, c'est trop bien. Et alors les chansons qui sont interprétées sur scène d'ailleurs, c'est vous qui les avez coécrites? Alors pas moi, c'est Sandra Goguet, avec qui j'ai travaillé sur plusieurs spectacles, qui fait des musiques magnifiques, qui sait très bien justement faire des musiques qui racontent l'histoire et s'adapter à l'ambiance et à la culture des différents spectacles. Et donc elle l'a fait, puis elle a également écrit les paroles avec un autre garçon qui s'appelle Flibidi, ils l'ont fait tous les deux. Et ils ont parfaitement su intégrer et marier ces chansons au texte qu'on avait écrit, à l'histoire qu'on avait envie de raconter. Il y a un petit avertissement quand même que je me permets de vous donner si vous allez voir ce spectacle. Il y a une chanson qui s'appelle Force, discipline et courage que vous allez peut-être avoir en tête pendant 2 semaines. C'est ça. Avec une petite chorégraphie qui fonctionne très bien. C'est ça, exactement. Que vous faites à la fin, c'est un peu la bande originale de la... C'est la BO. Exactement. Et qu'est-ce qui vous fascine le plus, vous, dans le personnage de Mulan? Pour moi, ce serait sa résilience et vraiment son courage, sa détermination et être assez courageuse pour braver toutes ces épreuves-là, littéralement, donner sa vie pour sauver son père. Et juste, c'est extraordinaire. Et même son courage à elle de s'assumer telle qu'elle est. Ouais. Et vous avez trouvé des points communs avec vous d'ailleurs, parce que généralement on a coutume de dire que les personnages se nourrissent entre les comédiens et puis les personnages qu'ils ou elles incarnent. Vous avez trouvé aussi des points communs? Oui, je pense que Mulan c'est un personnage assez jeune comme moi, et sa condition de fille au sein de la famille au début c'est un truc qui m'a assez touchée, d'être consciente des attentes de ses parents, mais être tiraillée aussi avec ce que Mulan souhaite être et faire dans la vie. Et c'est un truc auquel je pense en vrai toute jeune personne peut s'identifier. Pour moi, c'est un truc auquel je me suis identifiée, ce lien avec ces parents-là et ces désirs qui sont plus forts que tout. Et c'est vrai que vous parliez tous les deux tout à l'heure des sujets de société qui sont en filigrane, si j'ose dire, dans ce spectacle, mais c'est surtout, et moi c'est ce que je retiens vraiment, le poids des traditions et ce refus de cette place que la société vous assigne. Et c'est finalement un sujet assez contemporain là, que vous traitez. Est-ce qu'il trouve un écho particulier en vous d'ailleurs? Vous dire en moi personnellement? Oui. Bah oui, après je me suis pas directement concerné parfois par ces questions-là, mais effectivement ces injonctions, ce qui se passe dans cette société et puis surtout cette jeunesse, ce vent de liberté que cette nouvelle génération amène, ces codes qui changent. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, auquel je suis attentif. Et que ce soit mes élèves ou d'autres, j'ai beaucoup parlé avec les jeunes, je trouve ça formidable. Ils ont tout un espace de liberté, de réflexion, et je trouve que c'est super. Et je trouve que le donner aussi en filigrane, justement, dans une histoire pour les tout-petits, c'est intéressant, ça va leur permettre d'en parler. C'est pas toujours si simple d'arriver à décoder. Non. Nous, on est plus vieux, alors c'est encore plus difficile parfois, mais... C'est tellement facile de balayer les choses d'un revers de la main en disant c'est un phénomène de mode ou ils nous emmerdent les jeunes. Je trouve que c'est pas intéressant de fonctionner comme ça. Mais je vous posais cette question à vous tout personnellement parce que vous avez déjà d'une certaine manière traité ce sujet du poids, vous savez, de l'héritage. J'ai compris, je sais où vous allez. Ah oui, ce roman de Chaim Potok que vous avez aussi décliné sur scène où là aussi il est question du poids des traditions. En l'occurrence, le héros c'est un juif hassidique, donc pareil avec un héritage assez lourd, avec une destinée d'une certaine manière qui doit être un peu tracée. Et là encore, vous vous êtes attaqué à ce sujet. Alors la différence c'est que sur Je m'appelle Asherlev, j'étais juste comédien, ce qui est déjà pas mal. Mais je veux dire, j'ai accepté un rôle. Ah, vous n'avez pas mis en scène Non, c'est ni moi qui ai mis en scène, ni moi qui ai adapté, c'était Anna-Jazz Mertens. Et donc j'ai accepté un rôle. Et effectivement, il y a quelque chose de commun, vous avez raison. Mais pour autant, j'en ai pas fait une marque de fabrique. Et moi, je suis pas dans la religion. Le poids de la religion est quelque chose qui ne me touche pas personnellement, puisque je ne suis pas religieux d'aucune religion que ce soit. Mais donc là, j'ai eu plus le goût et le désir de réfléchir avec des jeunes sur des thématiques de jeunes. Et vous, Eliane Agi, est-ce que justement ce poids des traditions, ça a aussi eu un écho particulier en vous? Tradition, moi, ce serait plutôt injonction sociale qui me parle plus. Mais oui, bien sûr, c'est un truc qu'on ressent tous, je pense, depuis petit. T'es une fille, t'es un garçon, tu dois faire ça, ci, ça. C'est un truc qu'on remet en question dans Mulan et oui, c'est un truc qui me parle beaucoup. Aussi.
C'est très bien fait, franchement, on vous le recommande. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Guillaume Bouched. Merci Eliane Agide. Guillaume, vous êtes le metteur en scène, je le rappelle, et le co-auteur de ce spectacle musical que l'on peut aller applaudir au Théâtre des Béliers Parisiens à Paris jusqu'au 28 février 2026. Au moins. Au moins, oui, parce qu'on vous souhaite évidemment des prolongations. Et Elia, vous vous glissez dans le kimono, si j'ose dire, de Mulan. Hein, kimono, je sais pas, parce que kimono c'est japonais. Mais... Ah, voyez. Vous vous êtes trompé. Vous voyez, je termine une interview avec un faux pas. C'est terrible. Non, c'est pas un faux pas, vous avez le droit de pas savoir. Mais alors, comment ça s'appelle cette petite tenue là, justement? C'est un peu noir. Moi non plus, je ne saurais pas donner le nom, surtout que c'est plutôt une tenue de combat. Enfin, de combat. En tout cas, c'est la tenue qu'elle portait au camp militaire. Ouais. En tout cas, c'est sûr que c'est pas un kimono. C'est pas un kimono. Bon, en tout cas, c'est une tenue qui est très jolie. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir été autour de cette table. On termine avec votre dernière chronique. Par ici, les sorties. Bonjour, j'allais dire Florence, excusez-moi, j'oublie votre prénom, vous voyez, et ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu aussi. C'est un peu bientôt les vacances. Bah, oui, il est temps. Mais oui, mais vous avez déserté la semaine dernière, Françoise d'Argent. Oui, alors du coup, vous voyez, j'en viens à oublier votre prénom, Françoise d'Argent, bien évidemment. Bonjour Damien. Rédactrice en chef culture au Figaro. Alors vous avez choisi aujourd'hui de nous parler de l'exposition consacrée au peintre finlandais Pekka Alonen, qui se tient au Petit Palais. Alors c'est un hymne à la Finlande, annonce le titre de l'exposition. Est-ce que c'est une promesse de voyage? Alors oui, parce que pour justement ce dernier passage dans votre émission avant la fin de l'année, j'ai décidé de vous faire voyager, de vous faire rêver. Oui. Et voilà, on va mettre, tout le monde en a besoin en ce moment, donc on va mettre le cap sur la Finlande, qui est un pays de lacs et de forêts de bouleaux, où la nature appelle l'homme. Alors je vous dis 2 mots quand même sur Pekka Alonen, parce qu'il n'est pas très connu. Donc c'est un peintre finlandais qui a commencé sa carrière à la fin du 19e et il a été très actif au début du 20e siècle et il fait partie de ces chantres de la nation finlandaise à une époque où ce pays était sous domination de la Russie impériale. Donc les artistes, il y avait toute une communauté d'artistes. Lui était ami avec notamment le compositeur Sibelius et ils avaient décidé d'exalter le sentiment nationaliste à travers leur art. Et donc le Petit Palais expose ce peintre qui a fait ses études à Paris, qui a rencontré Gauguin, qui a été très marqué par les paysages de Gauguin. Ouais. Et après ses études à Paris, il rentre en Finlande. Il y reste et pour cause, il s'est marié, il a eu 8 enfants, donc il fallait quand même faire tourner la marmite. Je confirme. Voilà. Mais il était présent à l'exposition de 1900, l'exposition universelle à Paris, au pavillon finlandais qui justement faisait un peu la nique à la Russie impériale parce que ça montrait que la Finlande était un pays qui voulait devenir indépendant. Et il y présente 2 grandes toiles qu'on voit dans cette exposition qui sont la lessive sur la glace où on voit une Finlandaise qui fait sa lessive dans un trou percé dans la glace et le chasseur de lynx où il y a ce paysage enneigé, donc nous sommes dans la nature. On est donc dans le ton, c'est vrai, avec ces 2 tableaux. Nous sommes vraiment plongés dans la nature finlandaise. Et pourquoi vous a-t-elle semblé si dépaysante ? Alors, c'est vrai que les pays du Nord sont assez dépaysants pour nous. Alors, chez nous, la nature est très belle aussi, mais elle est un peu plus domestiquée. Et surtout, là-bas, les saisons sont très marquées. Donc, l'hiver, il neige, il gèle à pierre fendre. Et à l'époque de Pekka Alonen, l'industrialisation commence à grignoter un peu les forêts. On utilise le bois. Et lui, c'est un écologiste avant l'heure. Donc, il va essayer de figer cette Finlande éternelle pour cette Finlande qu'il veut protéger. Ça se caractérise chez lui beaucoup avec ces paysages de neige. Alors c'est assez beau dans l'exposition. Il y a la dernière salle est une salle où les murs sont bleu roi. Il y a tous les tableaux où il représente la neige. Il y en a, je sais pas, une vingtaine. Avec des rivières enneigées, des arbres sous la neige, le soleil qui se reflète dans la glace. Et c'est assez poétique parce que au mur sont écrits aussi toutes ces façons qu'ont les Finlandais de décrire la neige. Alors je ne résiste pas à en prononcer certains. Alors Jaakula, la fleur de givre, Upolumi, la neige profonde, Matalumi, la neige pourrie, Anki, l'épais manteau neigeux durci, il y a la Kuva aussi, la gelée blanche, ou Alla, la gelée tardive. Donc bref, c'est assez poétique à la fois. Ils ont 1000 façons de décrire la neige quand elle commence, quand elle arrive. Donc c'est vraiment très très poétique aussi. Donc on est transporté en voyage et on doit saluer le Petit Palais qui présente cette exposition, qui met en scène Pekka Alonen. Alors il y a la reproduction de ce fameux pavillon dont je vous parlais à l'exposition universelle. On rentre aussi dans l'atelier du peintre qui avait fait construire sa maison au bord d'un lac. Oui. Et qui avait fait, par exemple, couper la fenêtre aux dimensions du paysage pour pouvoir voir ce paysage qui changeait au fil des saisons. Donc on est allé à la fois dans cette nature finlandaise, dans l'intimité d'un peintre qui vit avec sa famille, qui représente ses plants de tomates, ses enfants qui vont se baigner dans le lac, le linge
qui flotte au vent. Eh bien, c'est un grand bol d'air, donc, avec cette exposition consacrée au peintre Pekka Alonen. C'est au Petit Palais jusqu'au 22 février. Et je tiens à présenter nos excuses aux téléspectateurs qui, peut-être, n'ont pas vu beaucoup d'images de cette exposition. Non pas qu'on fait grève, c'est pas du tout ça. C'est qu'en vérité, on a un petit problème technique. Et je ne suis pas le seul, vous voyez, à vouloir partir en vacances. La technique aussi, vraisemblablement, ne fonctionne plus trop. Alors, après les grands espaces finlandais et la neige, vous nous invitez maintenant à contempler des paysages dans des pierres. Alors ça se passe cette fois-ci à l'école des Arts Joailliers qui présente au public l'extraordinaire collection de Roger Caillois. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est Rêveries de pierre, poésie et minéraux de Roger Caillois. C'est le titre de l'exposition, donc c'est le rêve. Voilà, je poursuis ma thématique. Bon, je vais essayer de vous décrire ce qu'on voit si on n'a pas les images. Absolument, Et ça, c'est dommage parce que vraiment, c'est éblouissant. Alors Roger Caillois, c'est un académicien. Il était très érudit, il était un peu poète, un peu philosophe. Donc en gros, on l'a un peu oublié parce que il était très savant. Il est décédé en 1978 et il s'intéressait aux minéraux. Il avait une collection extraordinaire de pierres. C'était des pierres, il voyait beaucoup de choses dans ces pierres. Et c'est une collection qui est aujourd'hui au Muséum d'histoire naturelle et que l'école des Arts Joailliers peut en montrer certains, les plus belles pièces, on va dire. Et c'est vraiment éblouissant. Alors ce sont des quartz, ce sont des jaspes, de la cornaline, des agates. Et c'est vrai qu'on les contemple presque comme des tableaux qui peuvent être abstraits ou figuratifs. Alors, il s'inscrit dans une histoire. On voit par exemple ce qu'on appelle les paés. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Les paésines, qui sont ces marbres paysagers de la Renaissance et dans lesquels on peut voir des châteaux, des forteresses. Et lui, Léonard de Vinci disait qu'on pouvait voir dans une fissure ou une tache sur un mur des vagues, des paysages. Donc, lui s'inscrit dans cette filiation-là et donc il collectionne ces pierres. Et le collection, oui, absolument. Enfin, ça y est, c'est revenu. Et là, vous pouvez voir comme c'est magnifique. Attendez, il ne faut jamais crier trop vite victoire. Ça pourrait vite repartir. Le collectionneur les appelait à juste titre pierre à image. C'est-à-dire que la nature produit donc elle-même ces tableaux, c'est ça ? Oui. Alors on peut voir l'affiche de l'exposition qu'on a vue là sur les images. C'est assez petit, c'est une agate. Et c'est vrai qu'on dirait qu'il y a le ciel bleu, il y a les montagnes. C'est la nature qui a fabriqué tout ça. Il y a aussi des figures géométriques. Donc on voit les jaspes qui présentent des sortes des yeux ou des ronds. Il y a des figures triangulaires. Et Caillois, il lisait plein de choses. Il voyait un alphabet un peu ancien qui aurait disparu, dont on aurait perdu la signification. Et ces pierres racontent aussi l'histoire de la Terre. Ce sont souvent des roches volcaniques. Le silice, ce ne sont pas des fossiles. Le silice, souvent, c'est introduit dans la pierre. On ne sait comment. Enfin, c'est de la science. Et en fait, on coupait ces pierres en deux et on a des espèces de tranches comme ça qui sont magnifiques, qui valent plus pour leur valeur esthétique que leur valeur scientifique. Mais dans l'exposition, il faut les contempler. Elles sont vraiment. On reste devant, on essaye d'imaginer ce paysage dont je vous parlais. Et on entend la voix de Caillois qui, lui, écrivait des textes très poétiques, donc on est transporté là aussi. Voilà, c'est un voyage donc, dans les paysages de pierre à voir à l'école des Arts Joailliers. Alors, c'est vrai que l'exposition se tient jusqu'au 29 mars, mais c'est gratuit, mais il faut réserver. Par contre, ça, c'est très important. Et maintenant, vous allez nous emmener dans un autre univers, le dernier, celui du cirque Inchi. C'est à la Scala et cela s'appelle Rêve. C'est encore pour prolonger cette thématique. Voilà. On est vraiment dedans. Voilà, on est dedans. Donc, le cirque Inchi, ils sont en exil depuis le début de la guerre, puisqu'ils étaient en tournée lorsque la guerre a débuté, et ils sont restés en France. Donc c'est de jeunes artistes qui sont issus de l'école nationale du cirque de Kiev, qui est un peu une école très très réputée. Alors il faut savoir que les Ukrainiens, dans le monde du cirque, sont toujours assez réputés pour leurs acrobaties, notamment leur portée, ils sont toujours assez réputés. Donc là, on a la jeunesse, la relève du cirque. On voit des numéros de l'acrobatie à la corde, du jonglage, un numéro d'équilibre aussi sur canne assez époustouflant, accompagné de musique, de grands morceaux de la musique classique, le boléro de Ravel ou les 4 saisons de Vivaldi. Mais ce spectacle raconte avant tout une histoire. Donc il y a ces numéros, mais c'est entrecoupé en fait le collectif. Ce collectif, il y a 5 jeunes hommes et 2 jeunes femmes qui dansent entre les numéros, qui se saisissent, qui se confortent, qui sont solidaires. Donc ça montre un peu la force du collectif. Donc ça raconte une histoire. Il y a une voix off qui raconte aussi l'histoire de ce pays meurtri, l'histoire des rêves qu'on n'a pas achevés, leur peur aussi, leur tristesse de voir ce pays être quand même ravagé. Donc c'est assez émouvant.
d'entendre leur voix et de les voir aussi si tenaces dans leur numéro, si forts. Et ils sont très applaudis à la fin, on le comprend. C'est vraiment un très beau spectacle. Eh bien, merci beaucoup Françoise Dargent, rédactrice en chef culture au Figaro. Et merci aussi de nous avoir accompagnés lors de cette dernière émission, puisque là, ça y est, nous allons nous quitter pour les vacances. Je vous souhaite joyeux Noël d'ailleurs. Profitez bien de vos proches, de votre famille. Et je vous souhaite également un joyeux Noël. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouveaux numéros de Bienvenue en Ile-de-France, puisque l'actualité dans notre région continue. Très belle fin de soirée et à très vite sur le Figaro TV.